Ce film s'inspire du fascicule Montpellier à pied, édité par la Fédération française de la randonnée pédestre dans sa collection Rando citadine. Circuit numéro 1, au cœur de l'Écusson. Nous voici sur le cœur battant de Montpellier, la place de la Comédie. À l'ouest, l'Opéra Comédie. Montpellier est en 2013 une ville de 250 000 habitants. C'est la 8e ville de France, la préfecture du département de l'Hérault et la capitale régionale de Languedoc-Roussillon. L'Opéra Comédie, inauguré en 1888. Il remplace 2 anciens opéras qui ont brûlé en 1755 et en 1881. C'est l'inspecteur des travaux pour la construction de l'Opéra Garnier à Paris qui a dirigé sa construction. Inauguration donc en 1888. La place de la Comédie fait la jonction entre le vieux Montpellier et les quartiers modernes construits au XXe siècle. Elle est bordée d'immeubles haussmanniens. Le tramway de Montpellier. Il y a 4 lignes. Au milieu de la place, la fontaine des Trois Grâces. Aglaé, Euphrosine et Thalie. C'est une copie. L'original se trouve dans l'opéra. Cette statue fontaine est due au sculpteur marseillais Étienne d'Antoine et date du XVIIIe siècle. La place de la Comédie est très animée dès le matin. Les immeubles haussmanniens du XIXe siècle sont superbes. Une dalle de marbre rouge délimite un espace ovoïde. En effet, la place était autrefois appelée l'œuf. Ce curieux immeuble, à cause de sa toiture, est appelé le Scaphandrier. Le superbe cinéma Gaumont. Ce cinéma est situé dans l'immeuble Longeon, qui donne son nom au passage qui est ici. Avant d'emprunter le passage, on ne se lasse pas d'admirer le Scaphandrier. Les petits chérubins du Scaphandrier représentent la vocation à la fois médicale et commerciale de Montpellier. Derrière le chérubin, une locomotive symbolise l'entrée de Montpellier dans l'ère technologique. Un chérubin s'adonne à la viticulture. D'autres s'adonnent aux beaux-arts, peinture et sculpture.
Engageons-nous dans le passage Longeon pour nous retrouver au cœur de Montpellier, dans l'Écusson. À droite, on s'engage dans la rue Jacques-Cœur, du nom du banquier grand argentier du roi Charles VII, grand commerçant. La rue est surmontée d'un arc avec un étage. Cet arc est un vestige du XVIe siècle. Nous sommes devant la façade austère de l'Hôtel des Trésoriers de France, ou Palais Jacques-Cœur, qui abrite les locaux du musée languedocien. La maison a été construite en 1440 par le banquier de Charles VII. On l'appelle aussi Hôtel de Lunaret. La rue Jacques-Cœur abrite de nombreuses boutiques. En face du musée languedocien, la chapelle des Pénitents Blancs, ancienne église Sainte-Foy du XVIIe siècle. Le portail comporte un fronton triangulaire. Le campanile. Le vieux Montpellier est fait de charmantes placettes. On tourne à gauche dans la rue Vallée d'Eau. Poursuite vers la droite, rue Ambouc d'Or. Le nom de la rue vient de Bocados, une famille bourgeoise qui a habité ici pendant 3 siècles. Façade de l'hôtel de Manse, au numéro 4. Les poignées reposent sur des plaques de marbre. Presque en face de l'hôtel de Manse, l'hôtel Bachy du Queylas, milieu du XVIIIe siècle, abrite la maison des enfants de Montpellier. Nous débouchons place Pétrarque, qui porte le nom du poète italien ayant fait ses études à Montpellier.
Au numéro 2, l'hôtel de Varennes, qui abrite deux musées, le musée du Vieux Montpellier et le musée Fougeot. Plusieurs salles à voûtes en croisée d'ogives. Le drapeau et tout. Et puis en plus, bon, c'est connu, ça, les planchistes, les requins prennent des planches pour les tortues. Donc on le sait. Il fallait partir aussi. C'est des façons différentes, des trucs à les faire. Oh, mais je... Fenêtre à meneaux. L'entrée du musée du Vieux Montpellier. Les arbres de la place Pétrarque sont des mélias. Ce sont des arbres très résistants de la famille des acacias qui se contentent du peu de lumière filtrée par les immeubles de cette place. Rue de l'Aiguillerie. On l'appelle ainsi parce qu'on y vendait autrefois des aiguilles et de la mercerie. Elle est très pittoresque. Mascaron sculpté. Hôtel de Montferrier, au numéro 23. C'est ici que siégea la Chambre des comptes de 1505 à 1606. Intérieur de l'hôtel de Montferrier. Poursuivons dans la rue de l'Aiguillerie. Au numéro 25, l'hôtel de Planck, XVIIe siècle. La façade est du XVIIIe. Au numéro 26, l'hôtel de Griffy, du XVIIIe siècle. L'hôtel de Griffy est célèbre pour son bel escalier monumental. Au numéro 29, l'hôtel Estorque, ou Saint-Féréol. Au
Au numéro 31, l'hôtel de la Société royale des sciences. Rue de la Carbonnerie. L'hôtel Baudon de Mauny présente une élégante façade Louis XVI ornée de guirlandes de fleurs. Rue du Canot. Dans cette rue, l'hôtel de Roquemaure et son beau portail, avec ses pilastres cannelés. Hôtel d'Avez. Hôtel de Beaulac. On remarquera les cornes d'abondance. Le portail de l'hôtel d'Aide, construit par Simon Lemesville en 1644, puis repris par Charles d'Avillers, architecte de la Porte du Pérou, en 1692. On poursuit rue de Gironne. Remarquez les gargouilles du XVIIe siècle. À droite, la rue Germain. Ancien collège de Mende, dit des 12 médecins. Ancien collège de Gironne. Un peu plus loin dans la rue, l'église Saint-Mathieu, ancienne chapelle des Dominicains. Revenons sur nos pas. Rue Fournarille. Hôtel de Solas. Hôtel d'Uston, première moitié du XVIIIe siècle. Au fronton des chérubins encadre un vase. Et en clé de voûte, une figure féminine. Revenons sur nos pas et descendons la rue Urbain V, du nom du pape qui régna de 1362 à 1370 et mourut en Avignon. Il décida la création d'un monastère bénédictin à Montpellier et fit brûler pour cela tout un pâté de maisons.
Rebonjour. Vous êtes de quelle région? La rue Urbain 5 est en pente. Une poubelle très à la mode. Nous tournons presque immédiatement rue Chrétien. Rue de l'Université. Au numéro 19, l'ancien hôpital Saint-Éloi qui devint le siège de l'Université de droit, des lettres et des sciences. Paul Valéry y étudia. Aujourd'hui, c'est le rectorat de Montpellier. Nous revenons sur nos pas et à droite, nous prenons la rue du Four Saint-Éloi. On aperçoit la toiture de la cathédrale Saint-Pierre. Nous allons accéder au plan de l'université. Le plan de l'université est une charmante placette, avec une sculpture au milieu, le paradis perdu. Cette sculpture, le paradis perdu, a été réalisée par le sculpteur Dieudonné en 1873 pour l'exposition universelle. Plan de l'université. Les modestes maisons de la rue de la Confrérie qui bordent le plan de l'université sont d'origine médiévale. Rue de Candolle. Nous allons gravir les escaliers pour trouver la rue d'Aigrefeuille. À gauche se trouve un havre de verdure, le square de l'intendance du Languedoc. Square de l'intendance du Languedoc. Une mauve. Chèvrefeuille. Euphorbe. Tout droit. Rue Fontanon. Nous tournons plus loin dans la rue Thomas. Nous aboutissons à une nouvelle placette, le plan de l'homme. L'homme en occitan, c'est cet arbre, l'orme, une variété qui a résisté à la graphiose. La graphiose est une maladie qui a décimé les ormes en France. Le plan de l'Aume a été récemment réaménagé. Nous poursuivons rue Gariel.
et nous allons tourner à gauche rue de Candolle. Vue superbe sur le plan de l'Aume. Rue de Candolle. Le clocher de la cathédrale Saint-Pierre. La cathédrale Saint-Pierre est une église fortifiée. Rue de Candolle. Le superbe débouché sur la place Saint-Pierre. Le parvis est pavé de calades. Ce sont des pavés qui forment des motifs géométriques. C'est fréquent dans le Midi. Vue extraordinaire sur la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. La faculté de médecine est accolée à la cathédrale. Les piliers du baldaquin font 4,55 m de diamètre. Il y avait au départ une chapelle abbatiale créée au XIVe siècle par Urbain V. C'est ensuite François Ier qui a ordonné qu'ici, une cathédrale soit édifiée à la place de celle de Maguelone. La cathédrale a été ruinée et dépouillée pendant les guerres de religion. C'est Richelieu qui a ordonné sa reconstruction. La somptueuse voûte ou baldaquin. À proximité, l'entrée de la faculté de médecine. L'entrée de la cathédrale a lieu par le flanc est. Nef du XIVe siècle. Style gothique méridional. Le chœur et le transept ont été refaits au XIXe siècle. Chapelle mariale de style baroque. À gauche du chœur, la chapelle du Saint-Sacrement. Saint-Pierre tient fermement la clé du paradis.
quasi, elle a été remontée dans la partie supérieure du pied, mais les nervures, là, et les piliers sont d'origine du XVIIe siècle. Et vous remarquez d'ailleurs, ça c'est une caractéristique aglomérale. C'est des petits détails, mais bon, quand on connaît, c'est qu'il n'y a pas de chapiteau. Il n'y a pas de chapiteau à la retombée en fait des nervures. Et vous voyez qu'elle se prolonge directement dans les piliers. Et on a juste un tout petit relief comme ça qui marque. La superbe rose du transept nord. Le superbe buffet d'orgue du XVIIIe siècle est dû à Jean-François Lépine. Reprenons la rue Saint-Pierre, vers la place de la Canourgue. Certains balcons en fer forgé du XVIIIe siècle demeurent remarquables. Escalier de la rue de l'Hôtel de Ville à droite. Les mascarons nous contemplent. Au sommet de la rue de l'Hôtel de Ville, nous arrivons place de la Canourgue. Écoute-moi, ça va? Ouais. Fontaine des Licornes, sous les Nicocouliers. La place de la Canourgue représente le point culminant de Montpellier. C'est le centre de la vie mondaine montpelliéraine. Du balcon, nous avons une vue plongeante sur la cathédrale Saint-Pierre. La fontaine des Licornes. Cette place, à l'écart du bruit, est bien agréable. À l'ombre des platanes. Dans le lointain, le premier contrefort des Cévennes. Atlante. Ne bougez pas, passe à côté. Au nord de la place, l'arbre de la vieille intendance. Au numéro 9, l'hôtel de la vieille intendance, qui
fut habité par le philosophe Auguste Comte au XIXe siècle et également par le poète Paul Valéry. Revenons sur nos pas, place de la Canourgue. Repartant de la place de la Canourgue, nous nous engageons à gauche dans l'étroite rue du Vestiaire. Nous coupons la rue du Puy des Esquilles. Le puits n'existe plus. C'est ici qu'autrefois les muletiers s'arrêtaient avec des ânes qui portaient des esquilles. Les esquilles étaient des clochettes accrochées au cou de l'âne. Rue Castelmoton. Cette rue forme un angle droit qui menait au castel des Guilhem, les fondateurs de Montpellier. La ville a été fondée en 985. Nous sommes dans une des ruelles les plus étroites du vieux Montpellier. Place Chabanot, encore une placette de Montpellier. Place Chabanot se trouve l'entrée de l'hôtel de la comtesse de Ganges, qui est devenu l'hôtel de la préfecture de l'Hérault. On remarque les colonnes doriques et le beau balcon. La fontaine de Cybèle, 1776, est due à Jean Joannet. Elle représente la ville de Montpellier assise sur la colline du Pérou. Vue générale de la place de Chabanot. On passe à travers la rue Massilian. Rue de la Barralerie, les barraliers fabriquaient des tonneaux pour le vin. Le Montpellier aristocratique, rue Foch. Place des martyrs de la Résistance. Dans la perspective de la rue Foch, vue sur l'Arc de Triomphe et la statue équestre de Louis XIV. Préfecture de l'Hérault. La préfecture de l'Hérault occupe l'ancien hôtel de la comtesse de Ganges. De l'autre côté de la place des martyrs de la Résistance, les halles Castellane. Somptueusement fleuri. Vue générale de la place des martyrs de la Résistance. Accolée à la place Chabanot.
tard pour l'avenue Foch. Nous voici au plan du Duché. Une placette très ombragée, et cela doit faire beaucoup de bien en plein été. Une croix marque l'emplacement d'une ancienne église de Montpellier, l'église Saint-Firmin. Nous poursuivons dans la rue Rebuffy. Rue Saint-Firmin. On tourne aussitôt à gauche dans la rue du Petit Sel. Face à nous, le clocher de l'église Sainte-Anne. C'est en fait une église désaffectée, appelée désormais Carré Sainte-Anne et qui abrite des expositions. Le clocher n'en est pas moins le plus haut clocher de la ville avec ses 69 mètres. Face à l'ancienne église Sainte-Anne, la place du Petit Sel, où débouche la rue du même nom, avec sa curieuse fontaine en forme de champignon couvert de mousse. Les contreforts de l'ancienne église Sainte-Anne. Vue générale de la place du Petit Sel. Le Petit Sel est une cour de justice créée par Saint Louis au Moyen-Âge pour juger les croisés et pèlerins qui refusaient d'acquitter leurs dettes au retour de Terre Sainte. Empruntons à droite la rue Philippi. Face à l'église Sainte-Anne, le conservatoire de musique. Rue Philippi. Au numéro 3 de la rue Philippi, l'hôtel de Bardi. Il a appartenu à Magnol, illustre botaniste qui a donné son nom aux magnolias. À gauche, rue Ranchin. Elle débouche dans la rue du Bail. Là, nous sommes vraiment au cœur du vieux Montpellier. Ces rues concentriques s'organisaient autrefois autour de l'église Saint-Firmin, aujourd'hui disparue. À droite, par la rue Saint-Firmin, nous rejoignons la place Castellane, avec les halles du même nom. Les halles Castellane de Jules Cassan ont été construites sous le Second Empire en 1869. Structure métallique et angle de pierre. Elles ont été réhabilitées en 2001 par Emmanuel Neubou. Quant à la place Castellane, elle est bien agréable avec ses terrasses de café. La bourse. La place est ombragée par des pins.
dans la rue Saint-Guilhem. Rue de la Friperie. Toujours en descendant la rue Saint-Guilhem. À gauche, la rue de l'Ancien Courrier, car c'est ici que se trouvait la poste autrefois. Elle s'appelait rue de l'Annellerie quand les premiers messages étaient transportés par des ânes, puis rue des Messagers, puis rue du Courrier de 1760 à 1852 et enfin rue de l'Ancien Courrier. La rue de l'Ancien Courrier est bordée de galeries d'art et de boutiques élégantes. La rue des Sœurs Noires descend vers l'église Saint-Roch, que nous verrons plus tard. Les petits balcons sont bien fleuris. À gauche, les escaliers de la rue du Bras de Fer. Nous allons les gravir. Remarquez le lampadaire tenu par un bras de fer. Arceau à 2 étages. Nous revenons place Castellane pour tourner aussitôt à droite, rue des Trésoriers de la Bourse. Inondé de soleil. Au numéro 4, l'hôtel des Trésoriers de la Bourse. Remodelé par Jean Giral au XVIIIe siècle. C'est l'un des plus vastes hôtels de Montpellier et c'est aujourd'hui la maison de Heidelberg, car cette ville allemande est jumelée avec Montpellier. Superbe escalier à degrés avec arc rampant. L'hôtel des Trésoriers de la Bourse fut également appelé Hôtel Rodez-Bénavent. Une seconde cour. Elle offre la paix d'un grand jardin. Le mur arrière comporte des pots à feu. Le jardin est planté de marronniers d'Inde. Beaucoup de quiétude ici. Vers la place Saint-Ravi. Place Saint-Ravi. Sur le mur de l'hôtel Jacquet, traces de baies géninées du XIVe siècle.
On poursuit par la rue Saint-Ravi. Rue de la Vieille. Vas-y, bon courage. On débouche dans la rue de l'Argenterie. Ancienne rue des Orfèvres. Au numéro 10, l'hôtel de Clerc, du palais des rois d'Aragon. On tourne à gauche dans la rue de la Croix d'Or. Cette rue a la forme d'un arc de cercle. Et nous allons aboutir à la rue de la Loge. La rue de la Loge, ancienne rue dorée, abritait les orfèvres. Elle relie la place de la Comédie au centre historique. Vers la place Castellane. Vers la place de la Comédie. Dans cet immeuble, au numéro 9 de la rue de la Loge, se trouve le puits de Saint-Roch. Tous les 16 août, jour de la Saint-Roch, on vient distribuer de l'eau aux pèlerins. Nous rejoignons la place de la Comédie et c'est la fin du premier circuit. Place de la Comédie.